Avant de commencer, je voudrais vous donner une information qui va témoigner de renforcer ce qu'on a entendu ce matin, c'est-à-dire qu'en clair, il ne faut pas s'inscrire dans une stratégie unique, il faut être très mobile, il faut être souple, il faut être adapté, il faut s'adapter en permanence à une évolution très changeante. Et l'information que je vais vous donner, elle est directement dans le scope de ce qu'on va discuter cet après-midi. Elle est la suivante. Il y a 1 an et demi, l'ARS Île-de-France, c'est cette organisation, l'Agence régionale de santé, qui s'occupe de gérer les hôpitaux et qui s'intéresse de temps en temps à ce qui va se passer dans l'avenir quand même, bien entendu, m'a demandé de réfléchir à ce qu'allait être l'introduction des technologies de génomique au sein de l'hôpital, en particulier dans le domaine du cancer, où là, et ça n'est même pas discutable, ça sera une obligation. Et au cours de cette année et demie de travail, on a rencontré beaucoup de partenaires, en particulier un comité d'experts avec les gens qui travaillent à la paillasse là-dessus, essentiellement des chercheurs pour l'instant, et on s'est rendu compte que ça allait aller vite. Et autour de moi, quand je rencontrais mes amis médecins, eux étaient beaucoup plus dubitatifs. D'abord, médecine personnalisée, qu'est-ce que ça veut dire? Génomique à l'hôpital, mais de quoi vous parlez? En gros, il y a une certaine distance. Et j'ai toujours dit que ceci serait une réalité le jour où le génome humain, le coût du génome humain, dont je vous rappelle qu'en 2003, il avait coûté la modeste somme de 3 milliards de dollars, assemblé 10 laboratoires de niveau mondial qui s'étaient unis pour faire cela. Aujourd'hui, c'est déjà 5 000 euros, vous envoyez 5 000 $, pardon, vous envoyez l'énorme décroissance du prix. Et il me semblait que le jour où il serait à 200 $, on n'en parlerait plus, ça serait une technologie de routine au sein de l'hôpital. Et l'information que je voulais vous donner, elle date d'il y a 2 jours, en tout cas pour moi, et peut-être plus ancienne, c'est que Illumina vient de lancer un projet le génome humain à 1 000 $ et 5 génomes par jour. Donc on est vraiment entré dans l'ère des applications médicales du génome de l'homme et de l'utilisation par l'hôpital. Je ne répète bien pas par les services de recherche de l'INSERM ou des grands organismes au sein de l'hôpital, je dis bien par le médecin. Et évidemment, le médecin ne sait pas lire un génome, moi non plus d'ailleurs, les personnes dans la salle, donc il faut que ceci soit assisté par une informatique très costaud, qui d'une part des chiffres extrait l'information de ces séquences et surtout l'interprète et soit une aide au diagnostic et au traitement, à la thérapeutique. Car derrière ça, il y a toute une thérapeutique nouvelle. Et je résume ça souvent en disant on va assister à une médecine d'organes, au passage partiel, pas total, d'une médecine d'organes à une médecine qui sera génétique, moléculaire et cellulaire. Et ce que je vais vous raconter sur Génopole 2025, au fond, s'appuie là-dessus. La remarque liminaire voulait simplement signifier que peut-être ça ira encore plus vite que ce que je vous évoque aujourd'hui. Alors pourquoi Génopole en 1998 ? Essentiellement parce qu'il y avait eu ici à Évry des recherches de très haut niveau menées par Jean Weissenbach, directeur de recherche au CNRS, Daniel Cohen, qui était PH au CEF de Jean Dosset, et qui avait positionné la France au premier rang dans le monde en recherche en génomique. Ça, c'est une chose qu'on ignore, qu'on oublie, essentiellement par la mise en place d'ailleurs de technologies nouvelles dans l'approche de l'information génétique et du génome, essentiellement ce qu'on a appelé la biologie à grande échelle. Et Jean Weissenbach a été pendant 4 ou 5 ans, qui est toujours ici à Évry, ce n'est pas là aujourd'hui parce qu'ils ont des réunions de travail au CEA, a été pendant 4 ou 5 ans le scientifique français le plus cité au monde dans ces domaines. C'est dire le positionnement. Et en clair, ce qu'ils avaient fait, c'était faire les cartes génétiques et physiques du génome de l'homme, ce qui a permis à l'ensemble du programme concernant le génome humain, mais aussi à l'ensemble des laboratoires de génétique dans le monde, d'aller beaucoup plus vite en besogne, puisqu'on avait des repères dans le génome et on savait exactement où on se trouvait à chaque instant. Et donc, le monde, à cette époque aussi, on a décidé de lancer la grande entreprise de séquençage du génome de l'homme, ça a été évoqué ce matin, en organisant cela entre un certain nombre de laboratoires. Évry ne faisait pas, dans les années 95, réellement du séquençage systématique, mais essayait de comprendre comment s'organisait le génome. Et lorsque l'AFM a décidé en 95 de s'arrêter ses recherches en disant « Moi, maintenant, je vais utiliser ce que j'ai trouvé pour mes propres ambitions, c'est-à-dire trouver les gènes à l'origine des maladies génétiques rares », l'État s'est retrouvé face à l'équation difficile de reprendre le flambeau et de valoriser tout ce qui avait été fait par l'AFM. Bon, valoriser, pas le mot, c'était de suivre au fond et de poursuivre. Il a été décidé à une époque, on parlait déjà de réduction des moyens en fonctionnaires, par Bercy, ça n'a pas été simple, j'étais à l'époque au CNRS, la création de 2 grands instituts qui suivaient la création de l'activité de l'AFM, qui étaient le Centre national de séquençage et le Centre national de génotypage. Tout a démarré de là, avec à leur tête d'une part Jean Weissenbach pour le séquençage et d'autre part Marc Latrobe pour le génotypage.
Donc voilà le point de départ de Génopôle. Et le lendemain de cette décision, parce que bien entendu on a décidé de créer ça à Évry, on s'est rendu compte qu'Évry était en matière de biologie et en matière de génétique, même si ça avait été au fond une partie, l'île très visible en France au plan mondial, il restait qu'il n'y avait pratiquement pas de biologie à Évry, l'université n'en faisait pas à l'époque ou très peu, et puis il n'y avait pas de laboratoire, il n'y avait pas d'entreprise, sauf une entreprise qui s'était installée, qui était Genset. Voilà le point de départ, et je ne vais pas être plus long là-dessus. Donc la mission que j'ai reçue du gouvernement à l'époque a été de dire, c'est bien d'avoir décidé de la création de 2 centres ici, il faut maintenant mettre autour de ça, ce qui est, à l'époque on ne parlait pas de cluster, on ne parlait pas de pôle de compétitivité, un campus de recherche dans les sciences du vivant, et deuxièmement, faire en sorte que se développent des entreprises de haute technologie dans ce domaine-là pour préparer l'avenir médical qui suivrait les connaissances du génome. Alors, comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé, essentiellement parce qu'on a eu la chance, et j'insiste là-dessus, pendant ces 15 ans, d'avoir des tutelles, ou je ne sais pas si on peut les appeler du tutelles, enfin en tout cas des autorités, l'État d'un côté, la région, le Conseil général, la communauté d'agglomération, l'AFM, l'université bien entendu aussi, et la ville d'Évry, mais qui ont financé de manière régulière, il n'y a pas eu de zapping, on ne m'a pas demandé au bout de 3 ans d'essayer de trouver mes propres financements. Pendant 15 ans, on a pu être financé régulièrement et de manière solide. Et c'est important parce que ça inspire confiance à l'extérieur. On n'est pas en train de s'interroger en disant « Ah oui, Évry, on en parle beaucoup, mais demain, qu'est-ce que ce sera ?» Ça a été comme ça pendant les 15 ans. Et ça, c'est très important, un élément de stabilité dans les financements et donc dans le développement de Génopôle. Et l'État en particulier a réussi à maintenir ses financements à bonne hauteur pendant toute cette période. Mais bien sûr, la région aussi. Voilà ce qu'était Génopôle, hein. Vous voyez bien, Génoscope, c'est le centre de séquençage, une entreprise Bioforge, je salue Marc Masson qui était là ce matin, qui est le plus ancien de Génopôle, il était là bien avant Génopôle lui-même, l'université qui ne faisait pas de biologie, le CERMA qui est un petit labo, Genset qui a été une grande société qui a failli devenir une société mondiale et puis qui a été rachetée ensuite, l'AFM Généton, et c'était tout ce qu'il y avait. Voilà aujourd'hui une image, alors c'est la com de Génopôle, hein, vous voyez qu'on sait vendre aussi les choses sur le territoire, c'est pour simplement montrer qu'il y a une petite différence entre avant et maintenant. Et voilà statistiquement ce que ça donne, hein. On a 71 entreprises, 21 laboratoires de recherche, dont certains étaient à l'université et se sont reconvertis pour partie aux sciences du vivant. On a même un laboratoire de mathématiques de très haut niveau, puisqu'il est du CNRS, et évalué par les mathématiciens du CNRS, hein, et qui fait une approche mathématique de l'évolution des génomes, mais évidemment le nombre de génomes pour eux est important. On a créé des infrastructures, il n'y avait rien sur le territoire, et puis pendant ce temps-là, et ça c'est pour réconforter ceux qui s'interrogent sur est-ce qu'on a mis de l'argent de manière pertinente ici, on a levé pendant ce temps-là 320 millions, enfin nos entreprises, pardon, on a aidé nos entreprises à lever près de 320 millions d'euros. On est parti de 300 emplois, on en est à 2000, et les experts disent, je ne sais pas si c'est vrai, que pour un emploi que nous créons, il s'en crée 3 à l'extérieur, des emplois dits indirects. Donc tout ça, du point de vue des collectivités territoriales en particulier, mais aussi de l'État, c'est quand même rentable. Ça, c'est une image que j'ai prise à la SEM Génopôle qui montre un rectangle d'or. Alors, or est peut-être un peu fort, mais en tout cas un rectangle de compétences. On n'est pas seul. Il y a des écoles d'ingénieurs, hein, Télécom Sud Paris, Télécom École de Management, l'NCE et l'université. J'ai mis une partie de l'université en noir parce que toute l'université, évidemment, ne fait pas de la biologie, ça va de soi, il reste des secteurs qui sont leur propre autonomie, et tout le reste produit une image sur ce qu'est devenu Génopôle et sa répartition sur les différents campus. Alors si on s'interroge, et c'est souvent une question qu'on me pose, oui mais vous avez créé toutes ces entreprises, mais en gros combien de dossiers avez-vous managé? Ça c'est important pour le ministère de la Recherche en particulier, qui s'interroge souvent sur est-ce que nos chercheurs sont devenus réellement sensibles à la création d'entreprises, mais vous voyez au cours de toute cette période, on a eu 500 contacts, c'est beaucoup, hein, c'est presque un contact par semaine, d'un chercheur qui est venu nous voir avec une idée. Alors parfois, il a oublié que le projet d'entreprise, ce n'était pas exactement pour soutenir son laboratoire, donc on en a éliminé un certain nombre, mais on en a eu 220 qui ont été expertisés. Il en est resté 134 labellisés, et aujourd'hui, sur ces 134, il y en a 110 toujours en activité. Donc au fond, les vraies statistiques au 31-12, c'est 110 entreprises créées ou aidées par Génopôle, et ces 71 sont restées parce que certaines ont migré ailleurs dans des lieux plus propices à leur développement ou ont été rachetées, comme les 6 qui sont mentionnés ici. Voilà la cinétique de développement, ça c'est la courbe dont je suis le plus fier parce que quand je suis arrivé à Évry en 98, j'ai vu quelques experts. Moi, je n'étais pas un expert, j'avais été sensible au cours de mon postdoc aux États-Unis à l'évolution des biotech mondiales et à l'énorme essor, c'était dans les années 80, de ce qui se passait là-bas. Hein. J'ai contribué à la démarrage de la société Amgen, qui est aujourd'hui une société pharmaceutique de niveau mondial. J'ai pris des renseignements auprès des experts, en particulier des capitaux risqueurs, qui m'ont dit « Mais si à Évry, en particulier, tu arrives à créer 3 à 4 entreprises, ça sera déjà très bien. »
Donc vous voyez qu'on est allé au-delà de ce qu'il... Mais ça traduisait aussi l'espèce de pessimisme qu'il y avait autour de la capacité des chercheurs à engendrer leurs entreprises. N'oublions pas qu'on était avant la loi sur l'innovation, on était avant la création des incubateurs, on était avant tout ce qui a été la loi sur la loi sur les jeunes entreprises innovantes, tous les avantages fiscaux qui font de la France aujourd'hui, pour les démarrages des entreprises, un pays particulièrement privilégié. Là, on peut être fier de ça. Hein. C'est vraiment une marque. Alors après, elles ont un peu de mal à rester en France ou à grandir. Et on avait dit avec Jean-Luc Bella qu'il faudrait vraiment qu'il y ait un effort financier fait dans les stades ultérieurs. On a un peu de mal, mais en gros, ça démarre quand même. Et ces chercheurs sont venus, et il n'y a pas qu'ici, il y a tous les incubateurs franciliens qui ont bien marché, les incubateurs en région ont bien marché aussi. Donc de toute façon, on doit être satisfait de cette espèce de changement de mentalité qu'on a aussi mesuré ce matin au cours des tables rondes. Alors ça, c'est une somme, c'est la somme, c'est le graphique qui permet de démontrer l'effet de levier. On a reçu au cours de ces 15 ans 199 millions d'euros, c'est beaucoup d'argent, n'oublions pas, on a construit des bâtiments, on a fait tout un ensemble de choses, pour développer, il n'y avait rien, hein, tous les bâtiments que vous voyez autour n'existaient pas, ce bâtiment-là n'existait pas, ce n'est pas Génopôle qui l'a payé, c'est l'AFM, je salue Laurent Sino-Hermand qui vient d'arriver, la région et le conseil général, tout ça pour l'opération Génopôle. Donc là-dessus, on en a pour consacrer à peu près 80 millions pour la création d'entreprises et le développement du bioparc, et nos entreprises, face à ça, ont levé 319 millions, ont réalisé un chiffre de près d'1 milliard d'euros depuis 2007. Si on fait le total depuis le début, c'est plus d'1 milliard d'euros. Et donc, et on a engendré ces emplois. Donc le bilan est quand même relativement positif. Voilà la courbe de croissance. Donc vous voyez le tassement à la fin qui va nous conduire à changer de braquet. Je vais vous en parler dans un instant. L'offre immobilière, on représente 90 000 m². La SEM Génopôle a été créée en même temps qu'un GIP. Au départ, on a démarré comme une association. On est devenu GIP. GIP un peu dérogatoire, c'est qui a beaucoup plus simplifié ma vie. Et la SEM a été créée pour gérer l'immobilier. Et la SEM a en gros 30 000 m². Et s'apprête à construire d'autres bâtiments dans un avenir proche, du moins on l'espère tous. Évidemment, on a joué un rôle au niveau européen, en particulier dans les contrats que Bruxelles souhaitait développer sur le thème comment aider les entreprises innovantes en Europe, d'une manière générale. Donc ça, c'est Gabriel Mergui qui a essentiellement développé tout ça, avec des projets dont parfois on a été leader. Et puis, on a commencé à développer un réseau international solide. On a entendu parler du Québec ce matin. On a de fortes relations avec Montréal et avec Québec. On a des relations aussi avec les États-Unis, ça va de soi, mais avec la Chine aussi, pour laquelle on a mis un accent particulier, un effort particulier, partant de l'idée que les Chinois commenceraient à s'externaliser dans quelques temps et qu'autant être bien placé pour ça. On profite en particulier du fait que la ville de Wuhan, qui est vous savez, au croisement entre l'axe nord-sud et l'axe est-ouest au niveau de Shanghai, a été déclarée par les Chinois comme devant être la ville des biotechnologies. Et en plus, c'est la ville dans laquelle la seule représentation diplomatique existante est la représentation de la France. C'est là où vous trouvez Peugeot, vous trouvez Citroën, etc. Il y a eu quelques premières mondiales. Celle dont on m'a demandé à France Inter récemment laquelle était celle qui me paraissait la plus belle pour moi, chercheur, j'ai répondu, c'est le travail qu'avait fait Jean Weissenbach et son équipe et qui démontrait que, contrairement à ce que disaient tous les généticiens dans le monde, le nombre de gènes de l'homme n'était pas entre 40 000 et 120 000 ou 160 000, comme j'ai vu un moment, mais était probablement inférieur à 30 000 et par une approche extrêmement élégante qui consistait à comparer le génome de l'homme avec le génome d'un vertébré qui était un poisson, mais au génome très compact. Et Jean avait, avec son équipe, vu que le nombre de gènes était beaucoup plus faible. Aujourd'hui, on situe ça autour de 20 000, 22 000, 23 000. Deuxième chose, découverte mondiale, le chromosome 14, fait par le Génoscope, qui était l'un des chromosomes les plus proprement faits. Ça aussi, ça caractérise le travail de Jean et de toute son équipe. Et puis, il y a eu des travaux faits par Généton, ça de manière assez spectaculaire sur le Sodexo. Un travail intéressant sur l'évolution du blé par l'URGV, et puis tout ça se traduisant par Jean Weissenbach qui reçoit la médaille d'or du CNRS. Du côté des entreprises, plutôt, ou des entreprises ou de la suite d'ailleurs, on a une première reconstitution d'un épiderme à partir de cellules souches pluripotentes embryonnaires humaines, fait par ISTEM. Jean Weissenbach s'était intéressé dès le départ du Génoscope à quelque chose qui à l'époque paraissait totalement impossible à étudier, comment étudier le génome de populations complexes de micro-organismes, ce qu'on appelle aujourd'hui le métagénome. Il a fait ça d'ailleurs avec Suez et vous savez, sur les stations d'épuration où c'est des choses très complexes, on ne comprend rien à ce qui se passe, et la méthode elle est moyenâgeuse, quand ça ne marche plus on met de l'eau de Javel et ensuite on recommence. Et Jean avait essayé de commencer à comprendre comment s'organiser ces populations très complexes.
Un point que je tiens à souligner, c'est que Généton a reçu le prix Galien, dont certains disent qu'il est le Nobel de la recherche pharmaceutique, qui a été attribué en 2012. Et puis Généton Bioprod, ça aussi c'est un beau succès, qui a reçu le statut d'établissement pharmaceutique. Alors il y en a beaucoup d'autres, hein, mais là j'ai parlé que des choses vraiment notables politiquement ou scientifiquement ou industriellement. Alors demain, qu'est-ce que nous comptons faire à partir de cet acquis solide? Ce que nous voudrions être notre rêve, c'est d'être un vrai cluster de dimension mondiale, c'est-à-dire de visibilité mondiale, mais aussi de dimension mondiale, tant qualitativement que quantitativement, et devenir la capitale de ce qu'on appelle chez nous la géno-biomédecine, c'est-à-dire l'alliance entre la médecine moléculaire, thérapie génique, chirurgie génétique, etc., et les cellules souches pluripotentes, ce qui, pour l'AFM, constitue la voie d'approche privilégiée et de loin dans le traitement de pratiquement théorique de toutes les maladies génétiques rares. Je ne vais pas détailler, mais vous comprenez bien que l'alliance des deux peut conduire à des résultats tout à fait fabuleux. Nous voudrions être 8 à 10 000 personnes au total avec l'hôpital, ce qui veut dire 6 000 personnes pour le seul cluster Génopôle. J'aimerais que se renforce l'aspect laboratoire de recherche, qui est 130, et que nous arrivions surtout à un plateau d'entreprises de 130 entreprises, ce qui me paraît facile à obtenir. 3 000 personnes, ça veut dire qu'elles auraient toutes grandi un tout petit peu plus qu'elles ne le sont aujourd'hui, puisque nous sommes quand même à des entreprises en cours de toute petite taille. Les axes de développement, rapidement, développer le nombre d'entreprises, ça n'a rien d'original, je viens de le dire, conforter la mission scientifique dans des domaines nouveaux, on y viendra dans un instant, développer des réseaux et des alliances, car on n'est rien si on est seul, développer l'animation et la vie du site, ça c'est facile à dire, c'est pas si facile que ça à faire, donc on a mis des moyens spécifiques autour de comment créer une animation. Tout le monde s'épuise très vite, tout le monde est pris dans des tas de choses, et c'est pas si simple que ça d'arriver à cet effet cluster par l'animation. Et puis valoriser les plateformes et faire de ces plateformes des outils d'attractivité. Ça, c'est une chose importante. J'en discutais hier avec le président de Médicène, Arnaud Gobet. Je pense qu'au niveau francilien, on a des moyens qu'il faudrait concentrer là-dessus, car ces plateformes sont des éléments importants pour les entreprises qui bénéficient immédiatement d'un atout technologique. Alors, l'une des choses dont on rêve, à nouveau, c'est que ce centre hospitalier sud-francilien, actuellement en proie à des problèmes difficiles, budgétaires, financiers, qui seront, j'espère, derrière nous très vite. En tout cas, Francis Choix, qui sera là dans un instant, voit ça à terme de moins d'un an comme étant réglé, puisse devenir un élément de développement d'une recherche clinique de haut niveau, c'est-à-dire qu'en clair, il y ait un certain nombre de services de cet hôpital qui deviennent des services hospitalo-universitaires, qu'on ait donc cet hôpital soit pour partie centre hospitalier, soit CHU, et puis on est en train de finir de construire, en association avec l'AFM et avec l'hôpital, un centre de recherche clinique et translationnelle au sein duquel seront préparés, sous forme d'hôtel à projet, les programmes thérapeutiques ou diagnostiques ou les problèmes de marqueurs qui seront demain proposés soit par nos entreprises, soit par nos laboratoires, soit par des gens extérieurs qui s'intéresseront à ça. Et c'est un centre qui sera organisé comme les centres de recherche clinique et translationnelle qu'on a visités dans le monde récemment. C'est en gros une activité de transfert dans les deux sens que vous connaissez pour certains très bien. Et ça, ce serait directement en liaison avec l'hôpital. Un élément sur lequel j'insiste, on en a évoqué ce matin avec Marc, et je regrette, d'ailleurs, je le dis pour les responsables de la recherche française, je regrette qu'en France, on ne comprenne pas l'importance stratégique de ce domaine, qui est la biologie de synthèse. Ça, c'est une nouvelle voie qu'on a lancée avec l'université dans les années 2000, tout au début de Génopôle, qui commence aujourd'hui à prendre de l'importance. C'est l'idée de construire des systèmes à partir d'éléments du vivant, nouveaux, capables de faire des fonctions que le vivant, jusqu'à maintenant. Alors, méfions-nous, parce qu'à chaque fois qu'on dit qu'on fait quelque chose de nouveau, on le trouve quelques temps après dans la nature, mais des choses tout à fait nouvelles. Et vous avez eu l'exemple avec Marc Delcourt d'une voie métabolique capable d'aboutir à de l'isobutène, à du propylène ou à des choses de ce type. Donc là, l'idée, c'est de faire de la recherche fondamentale parce que cette biologie de synthèse permet aussi de comprendre le fonctionnement du vivant. Quand, en gros, la biologie déconstruit le vivant, la biologie de synthèse le reconstruit et par conséquent, vous avez des processus de validation. Et ça s'appuie, et ça, c'est très important, sur une modélisation, donc une compétence mathématique, statistique, informatique forte et une simulation. Et vous avez en permanence un aller-retour entre le in silico et le in vivo, et ça vous permet alors il y a des tas de choses, des tas d'exemples, je ne vous détaille pas, où beaucoup de problèmes environnementaux peuvent être pris en charge par ces approches-là. Je cite souvent l'exemple de la marée noire, où on peut conditionner des bactéries à non seulement adorer manger du pétrole, ça existe déjà naturellement, mais elles ne le font pas de manière efficace, donc les rendre efficaces pour ça, et puis surtout les conditionner pour que quand elles ont fini de faire ça, elles meurent, elles s'autodigèrent, ce qui produit des éléments nutritifs pour l'ensemble de la nature. Alors le mieux, c'est encore d'empêcher qu'il y ait des marées noires, mais tant qu'il y en aura, il y a de quoi travailler. Donc il y a beaucoup de domaines, dans beaucoup de domaines d'application, et ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas de mobilisation autour de ça dans notre pays, mais nous, on a un laboratoire qui fait en gros
60 personnes maintenant, et dont j'espère qu'il montera une centaine de personnes d'ici 3 ou 4 ans. Donc là, un gros moyen. Et ça, vous comprenez bien que pour nous, c'est stratégique, tant du point de vue de la biologie fondamentale, mais aussi du point de vue des répercussions industrielles, un peu comme Toulouse White Biotech se développe dans la microbiologie industrielle. En gros, on voudrait faire la même chose, mais centré sur la biologie de synthèse. Il faut savoir que sur le plateau de Saclay, à ma connaissance, il n'y a pas un laboratoire qui s'intéresse à ça. C'est quand même, je le redis en permanence à Dominique Vernet, aux responsables, j'espère que ça va changer. Il n'y a qu'à Jouy où il y a un laboratoire de l'INRA qui s'intéresse à ces questions-là dans Bacillus subtilis, et avec des intérêts évidemment que vous pouvez comprendre du point de vue de l'INRA. On a des laboratoires, on a des entreprises qui s'intéressent à ça. Global Bioénergie, on l'a vu tout à l'heure. Amabiotics, c'est un peu ça. Miométhode, c'est en partie ça aussi. On a mis en place une plateforme technologique comme élément d'attractivité, et puis on a même mis en place des formations avec un master européen organisé par l'ISSB, le laboratoire dont je parlais à l'instant, avec des formations professionnelles de haut niveau. Ça, c'était en lien avec l'université. L'université a fait un gros effort, en particulier en affectant des postes en nombre important dans ce laboratoire au cours des 5-10 ans qui précèdent, et ce n'était pas déjà évident, parce que cette université est petite et elle n'a pas des moyens définis là-dessus. Alors la deuxième voie nouvelle, très importante pour le site, et ça sera les deux seuls dont je parlais aujourd'hui, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres au cours des 10 ans qui viennent, mais je ne peux pas vous les... C'est les cellules souches pluripotentes humaines, tant du point de vue fondamental et de la compréhension des mécanismes de reprogrammation, ce n'est pas vraiment l'objectif de ISTEM, que du point de vue des applications médicales ou industrielles. C'est un élément qui paraît tellement important que je n'ai pas besoin de le détailler. Là encore, il y aura des développements scientifiques essentiels, des développements thérapeutiques pour l'AFM, je l'ai déjà dit, et non moins essentiels, et également des applications en matière de recherche et industrielle très importants. Quel est notre effectif là-dessus? On a des laboratoires, il y a l'Institut ISTEM, il y a le laboratoire de génomique et de radiobiologie de la kératopoïèse, qui ne travaille pas sur les cellules souches pluripotentes humaines, mais sur les cellules souches somatiques de l'épiderme, qui est un très bon laboratoire du CEA sur le site de G1, G2. Et puis, il y a un laboratoire qui s'intéresse aux cellules souches du point de vue de la différenciation cardiaque. Et là, l'idée, c'est qu'on se serve de ces cellules pour traiter, par exemple, un cœur infarcté et empêcher le tissu cicatriciel de prendre la place des cellules cardiaques, et donc d'avoir une forme de thérapie cellulaire forte, régénérative. Donc, on débouche directement avec ces cellules sur la médecine régénérative, qui est un deuxième axe fort que nous voudrions développer sur le site d'Evry, sachant que pour l'AFM, au fond, si j'insiste beaucoup sur l'AFM, c'est parce que l'AFM a été, je dis souvent, je vais le dire dans l'autre sens, le bébé Génopôle est le bébé de l'AFM, et nous considérons que les axes majeurs de l'AFM sont pour nous des axes à considérer en priorité, parce qu'évidemment, pour les maladies génétiques rares, il y a un problème de repopulation des populations déficientes, évident à entreprendre, et par conséquent, les cellules souches sont des éléments clés. Petite originalité, je le dis aussi, nous essayons d'organiser nos laboratoires, nos entreprises, nos plateformes en mini-clusters internes, de manière à ce qu'il y ait une forme d'analyse des forces et des faiblesses par ces mini-secteurs. Sur le problème des entreprises maintenant. Vous avez vu 70-130, nous avons des ambitions fortes sur les 10 ans ou 12 ans qui viennent. Comment atteindre ces objectifs? Essentiellement par 3 voies nouvelles. Premièrement, création d'entreprises, ça c'est pas nouveau, c'est ce qu'on a toujours fait. Et plutôt pas mal, puisque vous avez vu les résultats. Là, l'idée c'est de diversifier l'origine de ces entreprises et surtout le but de ces entreprises en allant vers les biotechnologies non seulement rouges, dont on a beaucoup parlé, mais vertes, jaunes, c'est-à-dire environnementales, ou blanches. Blanches, c'est typiquement Global Bioénergie, c'est-à-dire les entreprises bio-industrielles dont Marc vous a dit tout à l'heure qu'elles étaient peu nombreuses. Donc nous voulions mettre le paquet sur comment faire naître des entreprises dans ces domaines-là. Deuxième aspect, développer les entreprises du cluster. Mon rêve, ce serait que sur Evry, la probabilité pour une entreprise de passer du stade TPE, PME, ETI soit plus élevée qu'ailleurs. Comment? Par un certain nombre de moyens qu'on est en train de mettre en place avec l'équipe d'Éric Laménière chez nos pôles entreprises, en ayant un certain nombre de leviers permettant d'atteindre ça. Ce n'est pas facile, ça nous échappe souvent. J'ai un souvenir amer de l'expérience de Novagali, à qui il manquait 15 millions pour franchir une étape décisive qu'il n'a pas trouvée, qui était obligé de se revendre dans des conditions pas dramatiques, mais pas trop favorables aux Japonais Santem, ce qui fait dire que si c'était une mauvaise projet qui n'a pas trouvé de financement en France, les Japonais l'ont trouvé suffisamment bon pour le financer à bonne hauteur, ce qui veut dire qu'on a raté une opération, on a raté une étape. De là, à nouveau, ce que je disais ce matin sur les 2 milliards d'euros qu'il faudrait trouver pour développer ces entreprises à ce stade-là. À condition de ne pas leur imposer des choses qui sont totalement
ridicules en matière de biotech, par exemple, mais pas vrai dans d'autres domaines, du genre, il faut que vous ayez déjà fait un chiffre d'affaires important. Il s'avère que ces entreprises qui développent des médicaments n'ont pas encore fait de chiffre d'affaires puisqu'elles n'ont pas encore mis sur le marché le médicament. Et si donc on pose des conditions de ce type, évidemment, on se plante complètement en matière de biotechnologie. Troisième voie de développement nouvelle, attirer les entreprises existantes, non pas en attendant qu'elles arrivent, mais en développant avec l'AFI, avec tous les partenaires qui, en France, s'occupent de ces questions-là, le fait de faire en sorte que la France soit connue. Quand vous allez aux États-Unis, vous discutez avec des entreprises qui pensent s'externaliser en Europe, le réflexe, c'est l'Angleterre, le Danemark, la Hollande, en gros l'Europe du Nord. Et ce n'est pas uniquement un problème de langue, c'est un problème de perception, qui est souvent une perception fausse de ce qu'est notre pays, bien qu'il y ait des efforts faits pour l'image de la France, etc. Mais les mythes ont des durées de vie fortes. Et donc l'idée, c'est qu'on ait une politique un travail intense à l'international autour de l'idée, avec des clusters avec lesquels on travaillerait de manière privilégiée, sur l'idée de développer des actions permettant à ces entreprises de venir au moins tenter leur aventure dans notre pays pour certaines d'entre elles. Et ça ne marche pas si mal, on a déjà quelques résultats. Je cite simplement New England Biolab, qui est une grosse entreprise que tout le monde connaît, qui s'est installée sur le campus d'Ivry, et d'autres sont en perspective, Novian, etc. Bien. Du côté des plateformes, je résume cette slide en disant nous voulons vraiment avoir une réflexion sur comment faire en sorte de précéder, d'une certaine manière, la demande pour être un élément d'attractivité en matière de plateforme. Quelle plateforme peut-on prévoir dans les 5 ans dans le domaine de la biologie de synthèse, dans nos domaines, qui permettraient à nos entreprises et à nos laboratoires, d'ailleurs, puisque tout ça est toujours fait de manière mutualisée, qui est une manière aussi d'animer le territoire, pour permettre à ces plateformes d'anticiper les développements. C'est risqué. On a des tutelles qui acceptent que nous courions ces risques, parce que de temps en temps, on se trompe, et une plateforme qu'on a mise en place qui coûte une certaine valeur, qui a une certaine valeur, ne fonctionne pas à taux plein. Mais il faut courir ce risque si on veut avoir toujours un peu d'avance sur ce qui se passe ailleurs, et donc être attractif et compétitif. Deux centres particuliers de ce point de vue, le CERF, qui est notre Animal Read Site, et qui est devenu la référence francilienne en matière de stockage d'animaux précieux, puisqu'on a des liens très particuliers avec l'Institut de la Vision, par exemple, avec l'Institut Curie et d'autres, qui nous ont demandé de recueillir toutes leurs lignées, et conçu se servent pour être, pour les entreprises, un élément où les expérimentations qui sont faites dedans sont faites dans des conditions de qualité, d'hygiène et de qualité propre, telles qu'ils peuvent construire des dossiers à soumettre aux agences réglementaires internationales. La bioproduction, on est en train de régler le problème de notre bioproduction qui a eu un peu de mal à démarrer. Notre bioproduction, c'est à côté de ce qui se passe à Généton, Bioprod, où il y a déjà une activité forte. Là, je parle de notre centre de bioproduction. Je signale la venue sur le site d'Evry de l'Institut des médicaments de Tours, si je ne me trompe pas, c'est bien le nom, l'IMT, je connais en tout cas, et qui vient installer un centre de formation sur le site d'Evry en matière de bioproduction. Ça intéresse beaucoup Généton, ça intéresse beaucoup Génopole, ça intéresse beaucoup Sanofi d'avoir ce centre qui normalement est à Tours, le gros est à Tours, qui est un centre secondaire à Évry. Et merci à l'IMT d'avoir pensé à nous. La vie de site, ça, je le disais tout à l'heure, c'est facile à dire. On peut avoir plein d'idées et puis on s'aperçoit que ça s'épuise très vite, qu'on voit que c'est très difficile. Aujourd'hui, je pense que tous les clusters vivent cette difficulté. Donc on a là encore renforcé l'équipe de ce côté-là, à volume constant, je vous rassure, on n'est pas en croissance exponentielle, on a reconverti des postes pour permettre la prise en main de manière assez professionnelle et variée dans le temps de cette animation, de cette vie de site, avec la venue sur le site d'Evry piloté par la SEM, ça va être un gros changement d'un pôle de vie, un bâtiment de 20 000 m² au sein duquel il y aura les bureaux de Génopole, de la SEM, mais surtout des magasins, un bistrot, on pourra boire une bière le soir, ce qui manque cruellement dans le genre d'Evry. Oui, ça paraît anodin, mais c'est un truc important. On puisse se retrouver pour un bon restaurant, un centre médical, un hôtel, même 2 hôtels probablement, une résidence pour les étudiants et les jeunes chercheurs, qui se met en place d'ici, j'espère, moins de 2 ans, en plein cœur d'Evry. Oui, un exemple d'animation, c'est la création l'année dernière du comité sciences entreprises du biocluster, qui est constitué uniquement de représentants des entreprises et des laboratoires de recherche de Génopole, présidé par Marc Masson, qui est l'homme qui était là bien avant tout le monde, et que je remercie encore pour tout ce qu'il fait pour ça, mais qui était une manière de dialoguer avec l'ensemble des génopolitains, de connaître leurs aspirations, et d'intégrer ça dans nos propres préoccupations.
On a des liens avec tous nos amis clusters nationaux, régionaux, clusters internationaux. Ça fait partie de notre mission. Je l'ai évoqué tout à l'heure dans le bilan, je n'y reviens pas. En France, on travaille avec Systématique, on travaille évidemment avec Medicine, on travaille avec IAR, avec lequel on a une convention en particulier qui est venue par Global Bioénergie. IAR, on vous en a parlé ce matin, c'est Reims-Pomac, avec des grosses installations. Le PSEVS, c'est le pôle évrien. Et puis on a des liens avec Cancer Campus, que je pense est un superbe projet s'ils ne se font pas manger par les promoteurs, parce que les terrains deviennent, évidemment, à proximité de Paris, près d'une gare, vont devenir très chers, mais c'est l'idée de constituer autour de l'IGR et des hôpitaux qui sont sur le campus un cluster à l'image de Génopôle, mais dédié au cancer et dédié principalement à ça. Dieu sait s'il y a besoin de faire ça là, et il n'y a pas d'autre place, à mon avis, en région francilienne. Voilà. Et puis sur nos partenaires, nous, Génopôle parisien, francilien, je l'ai pas mis en rouge, mais il y a Fontenay avec lequel on travaille depuis le début, l'IGR, etc. Je ne détaille pas. Le Saclay, je vous donne une nouvelle parce qu'apparemment ça n'est pas connu de tout le monde. Donc l'université d'Evry, l'NCIE, les deux écoles de télécom, l'école de management et Génopôle, allons devenir membres associés du plateau de Saclay, avec l'idée d'un site secondaire du plateau de Saclay de l'université Paris-Saclay sur Évry, et l'idée étant que l'université d'Évry et les autres écoles deviennent membres à part entière dans les 2 ans, le temps que l'intégration se fasse. Si vous forcez les choses, vous êtes sûr de vous planter. Donc avoir 2 ans pour préparer tout ça et faire en sorte que ça rentre, c'est une bonne chose. Et en particulier, et avec l'idée que dans la version 2 de l'IDEX de Paris-Saclay, l'université d'Évry et les écoles constitutives ici seront des membres à part entière. Évidemment, Génopôle n'a pas vocation, n'étant pas ni établissement de recherche, ni établissement d'enseignement supérieur, à faire partie de ça. En revanche, on va, nous, participer avec, je pense, la SAT et l'incubateur de Saclay à l'éclosion du sud francilien du point de vue des entreprises. Ça va de soi qu'on a intérêt à travailler tous ensemble plutôt qu'autre chose. Voilà. Et ah oui, je signale aussi, parce que je l'ai vu ce matin, qu'il y a une grosse opération autour du service de santé des armées sur Brétigny-sur-Orge, l'IRBA, avec probablement entre 400 et 600 personnes faisant de la recherche médicale au service des armées. C'est clair que on a une mission particulière d'intérêt général à faire en sorte que ces gens s'intègrent bien. Ils viennent de Grenoble, de Toulon, je crois, et de Marseille. Donc tous ces gens doivent s'intégrer fortement sur la région. Et je le rappelle, cet ensemble disposera d'un P4, denrée rare dans le monde, puisqu'il y en a, à ma connaissance, qu'un seul actuellement en Europe qui est à Lyon, et donc il y en aurait un autre ici sur Brétigny. Donc avec l'INRA et avec l'INRA qui a une station juste à côté, nous avons intérêt à développer des collaborations très fortes. C'est ce que nous allons recommencer à faire le temps qu'il s'installe. En clair, c'est là où se situera le cœur de Génopôle dans le futur, bien qu'il y ait 2 autres sites, je rappelle, G1, G2, qui sera essentiellement un site CEA dans le futur avec le CNS et le CNG, et puis bien entendu l'université d'Évry qui a son propre site. Voilà, j'ai terminé, si j'ai bien vu. Merci à tout le monde. J'espère que ça va être clair. Merci.